Bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État est arrivé à Brazzaville. Et enfin, dans l'actualité internationale, le président de la République clôture du 3e sommet mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive. Et dans l'actualité internationale, plus de 200 000 personnes déplacées au Mali en raison de la flambée des violences. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé aujourd'hui en début de soirée à Brazzaville, en République de Congo, pour prendre part au 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. À sa descente d'avion, le chef de l'État djiboutien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Brazzaville par le ministre d'État congolais, M. Gilbert Odongo. Rappelons-le, plusieurs chefs d'État et de gouvernement prendront part à ce sommet. Des acteurs du conflit en Libye et d'autres personnalités qui se donnent pour objectif de relancer le processus de paix seront également à Brazzaville pour tenter de trouver une solution à cette crise qui perdure depuis la chute de Mohamed Kadhafi en 2011. Cette rencontre qui se tient quelques jours avant le prochain sommet ordinaire de l'Union africaine prévu à Addis Abeba permettra aux pays africains de réaffirmer la position de l'Afrique sur la crise libyenne. Au cours de ce sommet qui s'ouvrira demain au centre de conférence internationale de Kintele, le président Ismaël Omar Guelleh prononcera un important discours dans lequel il évoquera la vision africaine du règlement de cette crise. Le chef de l'État djiboutien soulignera sans doute l'impératif d'examiner avec les parties libyennes et les États voisins qui eux aussi sont touchés les voies et moyens de trouver une sortie de crise pacifique qui mette fin à ce processus infernal et tragique. Par ailleurs, le chef de l'État djiboutien s'entretiendra en marge de ces rencontres avec plusieurs de ses pairs africains, dont le président congolais Denis Sassou Nguesso. Le président Sassou Nguesso, qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a souligné il y a quelques jours que toute stratégie tendant à marginaliser le continent dans le règlement de cette crise pourrait se révéler inefficace. Selon les organisateurs, la rencontre qui tiendra demain sera l'occasion de discuter des moyens de mettre un terme aux affrontements et autres ingérences étrangères dans le conflit qui déchire la Libye. Rappelons que le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, de notre ambassadeur à Addis Abeba et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah. Accompagnant le chef de l'État dans ce déplacement, l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, représentant permanent de Djibouti auprès de l'Union africaine, a indiqué, je cite, dans une interview qu'il nous a accordée, que la position de l'Afrique est claire. Il s'agit du respect de l'embargo sur les armes et de prôner la négociation avec tous les protagonistes de la crise. On l'écoute. C'est un sommet important qui va avoir lieu demain où le président Sassou Nguesso, président de la République de Congo, a invité le président de la République de Djibouti en sa qualité de pays membre du Conseil de paix et de sécurité. Nous espérons ainsi, avec d'autres leaders qui vont rejoindre la capitale Brazzaville, évoquer cette question, essayer d'avoir d'abord un briefing du président Sassou Nguesso, qui est le président du comité de haut niveau en charge de la Libye, qui revient de Berlin, où il a participé à la conférence internationale sur la Libye, pour briefer ses collègues et ses frères sur le déroulé de cette réunion de Berlin. Mais en même temps, il faut avoir à l'esprit que au mois de février prochain, donc dans quelques jours maintenant, dans 2-3 jours, Djibouti va assumer la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, où le président de la République va présider une réunion importante, non seulement sur la Libye, mais aussi sur le Sahel.
où la situation qui prévaut dans cette région est extrêmement sensible et grave, et donc où les chefs d'État, membres du Conseil de paix et de sécurité, présidés par le président de la République, avec la participation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à Addis Abeba, vont se pencher sur la situation sur ces deux cas, la Libye, mais aussi le Sahel. C'est une réunion du Conseil de paix et de sécurité au plus haut niveau, donc très importante, où nous espérons qu'il va sortir des décisions importantes qui permettra, nous l'espérons, au peuple libyen de retrouver la sérénité et la paix. Revenons à Djibouti. Instaurer une éducation de haute qualité pour tous les apprenants et au développement des sociétés plus inclusives, c'est avec un consensus commun que s'est clôturé le 3e forum sur l'éducation équilibrée et inclusive. La suite avec Hamza Mohamed. Le forum qui s'est ouvert il y a 3 jours, co-organisé avec la fondation Education Relief Foundation, avait au cœur de son débat sur la signature de la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive, et signé comme plateforme et mécanisme de coopération technique et financière pour soutenir la mise en œuvre des engagements pris dans la Déclaration universelle. Convaincu de l'urgence de construire de nouveaux modèles équitables de développement social et économique par l'éducation, le sommet international sur l'éducation équilibrée et inclusive embrasse de nouvelles idées et garantit que de nouvelles voies peuvent être trouvées. C'est dans cet esprit qu'a été signée une charte rejoignant ainsi la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive qui avance de nouveaux concepts et les situe au sein d'une structure globale, flexible et opérationnelle, repoussant sur 4 piliers clés, à savoir intraculturalisme, transdisciplinarité, dialectisme et contextualité. L'adoption de la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive permettra l'établissement de nouveaux instruments multilatéraux de coopération technique et financière, assurant des mécanismes fiables pour soutenir les systèmes éducatifs à travers le monde. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a présidé aujourd'hui la clôture des travaux du 3e sommet mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive. Après 3 jours d'échanges et de débats, les participants ont signé la Déclaration universelle pour une éducation inclusive et équilibrée et la charte constitutive de l'Organisation de coopération sur l'éducation. Hamza Mohamed, RTD, à l'hôtel Campeski. Le cheikh Mansour bin Salem a souligné que durant les travaux de ces jours, les échanges ont permis d'articuler un langage commun afin que nous puissions parvenir à un dialogue et à un échange constructif plutôt que de rester condamnés à des monologues sourds qui se croisent. Il nous a fallu, a-t-il dit, définir, a-t-il poursuivi, notre compréhension de la qualité, de l'équité et de l'inclusivité dans l'éducation, tout en étant fermement dans notre position, selon laquelle la vraie qualité, la véritable équité et la véritable inclusion sont toujours universelles, bien sûr, mais surtout, elles sont toujours pertinentes pour les contextes national, local et individuels. Écoutons à présent l'extrait du Premier ministre. Le succès retentissant de ce sommet a été avant tout possible grâce à vous tous. Ici présent, vous l'avez rendu possible par la force de conviction qui anime chacun de vous. Vous l'avez rendu possible par une mobilisation massive en répondant à notre invitation et en venant des 4 coins du monde, notamment par une forte présence de personnalités de haut rang. Vous l'avez rendu possible par la qualité de vos débats, la pertinence des problématiques abordées, ainsi que la justesse et la perspicacité des réponses développées au cours de ces 3 derniers jours. Le moment que nous venons de vivre a été historique à bien des égards, et notamment par sa portée.
en procédant à la signature de la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive, dite Déclaration de Djibouti, ainsi que la Charte de coopération de l'éducation, vous avez ouvert la voie pour une nouvelle ère de coopération internationale en matière d'éducation. Dans cette perspective, il est tout à fait notable de souligner que désormais, grâce à vos efforts collectifs, les pays du Sud disposeront non seulement d'un cadre de collaboration qui répond véritablement à leurs aspirations et en phase avec nos cultures respectives pour leur permettre de développer des partenariats multilatéraux en matière de l'éducation équilibrée et inclusive, mais également des instruments conceptuels, techniques et financiers pour pouvoir mettre en œuvre des politiques et stratégies qui répondent étroitement à leurs priorités. Après le discours des clôtures du Premier ministre Abdelkader Kal Mohamed aux travaux du 3e sommet mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive, le président de la Fondation Éducation Relief, M. Cheikh Mansour, et le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle ont tenu une conférence de presse pour les journalistes nationaux, régionaux, venus couvrir ce 3e sommet international sur l'éducation équilibrée et inclusive. Le président de la Fondation de l'Éducation Relief, M. Mansour bin Salem, a répondu tout d'abord à une question posée par notre confrère Hamza Mohamed sur l'étape suivante à entamer après ce 3e sommet. Voici sa réponse. Nous avons réalisé un objectif commun, partagé à travers les pays du Sud, mais à travers le monde aussi, pour concrétiser la vision d'une éducation équilibrée et inclusive. Nous avons aussi, je crois, réalisé un moment historique. Mais comme j'avais essayé de le dire plus tôt lors de la clôture, nous devons faire attention à l'excès d'optimisme. Non pas parce que nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs. Au contraire, ensemble, avec détermination, avec travail, nous pouvons réaliser nos objectifs, réaliser nos projets. Cela dit, il faut faire attention à cet excès d'optimisme pour ne pas être, d'une certaine manière, aveuglé par le bonheur et la joie que l'on peut ressentir, la satisfaction profonde que l'on ressent lorsque l'on a réalisé un devoir, lorsqu'on a accompli un devoir que l'on considère comme un devoir historique. De ne pas être aveuglé par ce sentiment de satisfaction parce qu'il nous reste beaucoup de travail à faire. Il nous reste beaucoup de travail à faire collectivement. Il nous reste beaucoup de travail à faire pour transformer ces dynamiques. Je suis satisfait parce que nous avons accompli un moment historique, nous avons accompli un devoir historique. Dans vos discours, vous ne cessez de rappeler qu'il y a une urgence à agir, à agir. Quelles seront les étapes d'après ces sommets? Les prochaines étapes est la constitution dans l'immédiat et de la manière la plus rapide d'un comité préparatoire qui devra, à mon sens, être constitué de personnes diverses, différentes régions, de différentes expertises, afin de préparer le terrain pour la première assemblée générale de l'Organisation de coopération éducative de l'OCE. Bien entendu, nous voulons gagner du temps, parce que la charte rentre en vigueur une fois que 10 de ces États signataires fondateurs l'auront ratifiée. Mais nous voulons qu'une fois que cette entrée en vigueur ait lieu, nous puissions immédiatement convoquer cette nouvelle Assemblée générale avec tous les documents préparés, les programmes, les budgets, la structure, les propositions de sièges, les réglementations. Maintenant, bien entendu, il y a une seconde urgence, qui est l'urgence de la ratification même. Et donc, nous pensons, enfin, je pense personnellement, qu'il est important aussi, et qu'une des responsabilités du comité préparatoire
en mon rôle de secrétaire général entrant, sera aussi de nous assurer que la ratification ait lieu dans des délais raisonnables, selon les réglementations et les politiques internes nationales de chaque nation en termes de ratification. Quant au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, il est revenu sur la plus-value de ce 3e sommet international pour le système éducatif à Djibouti. Voici sa réponse. Bon, ce sommet-là est le premier en son genre qui se déroule à Djibouti. Je voudrais savoir tout simplement votre réaction. Pour moi personnellement et pour Djibouti, c'est une fierté. C'est une fierté et Djibouti est vraiment honoreux et très heureuse du fait que bien sûr un tout petit pays comme Djibouti qui ce matin a pu vraiment réaliser, concrétiser ce moment historique, la naissance d'une organisation mondiale de coopération bien sûr éducatif. Vraiment, pour nous, c'est extraordinaire. C'est quelque part aussi pour le président de la République, c'est vraiment dans sa politique éducative, c'est vraiment la consécration de 20 ans d'efforts, de 20 ans d'engagement de l'État djiboutien pour vraiment mieux former, mieux éduquer ces enfants. Le fait de voir aujourd'hui cette organisation voir le jour à Djibouti, vraiment, je crois qu'on ne peut même pas mesurer la joie et quelque part, aujourd'hui encore, nous ne réalisons pas, mais il s'agit bien sûr d'un moment historique. Et donc, je crois que vous partagez avec moi, vous tous ici, journalistes djiboutiens présents dans cette conférence, la joie que vraiment, le feedback que nous avons bien sûr des Djiboutiens durant ces 3 jours, une fierté. Et je voulais également à cette occasion vraiment féliciter le nouveau secrétaire général de l'organisation de coopération éducative, en la personne bien sûr de Cheikh Mansour. Et je crois que il paraît très jeune physiquement en le voyant comme ça, mais vraiment il est trop vieux dans la tête. Il est trop vieux dans la tête et puis il a une vision et vraiment Allah yabarak lahu, qu'Allah vraiment lui accorde beaucoup de bénédictions. Mais je crois qu'il a honoré Djibouti, le fait qu'il a déjà vraiment accepté à ce que ce forum s'organise et puisse se faire à Djibouti. Et donc pour nous, je pense que le cadeau qu'il nous a offert est vraiment quelque chose qu'on peut pas vraiment mesurer ni quantifier. Et donc je voulais vraiment encore une fois, je l'ai dit à plusieurs autres fois, mais vraiment le remercier vraiment du fond du cœur au nom de tous les Djiboutiens. Une page nécrologie à présent. Nous venons d'apprendre avec une grande tristesse le décès survenu de feu Ismaël Abdidon Yonis, aujourd'hui en début de soirée à l'hôpital Pelletier. Ancien député à l'Assemblée nationale et surtout pendant longtemps journaliste à la section Somalie de la radio-télévision de Djibouti. À l'annonce de ce décès, le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, en son nom personnel, au nom du président de la République et du gouvernement, adresse un message de condoléances à la famille du défunt. Le président de l'Assemblée nationale en mission à l'étranger nous a fait parvenir lui aussi également un message de condoléances en saluant la mémoire de l'ancien député Ismaël Abdidon Yonis, député à l'Assemblée nationale entre 2008 et 2013. Ismaël Abdidon Yonis, très connu des Djiboutiens, a été journaliste à la RTD pendant presque 30 ans. Il a commencé sa carrière en 1981 jusqu'en 2008, année où il a été élu à l'Assemblée nationale. En cours de sa longue carrière, Ismaël Abdidon Yonis a animé de nombreuses émissions très suivies par le public djiboutien, parmi lesquelles Radio Sahani, une émission hebdomadaire diffusée à la radio, Mahakaruna, coproduite par l'ancien journaliste Aboubakar Moussé, pour ne citer que cela. Ismaël Abdidon Yonis a consacré toute sa vie au journalisme, un métier qui était sa passion. À travers toutes ses œuvres, Ismaël Abdidon Yonis avait toujours placé l'intérêt général de la nation au-dessus de toute querelle partisane ou personnelle. Ismaël Abdidon Yonis, qui était actuellement conseiller du ministre de la Communication, nous laissera l'image d'un journaliste de talent qui a longtemps servi sa nation avec abnégation.
La nouvelle de sa disparition a été durement ressentie par tous les corps de la presse djiboutienne, écrite ou audiovisuelle, qui a salué sa mémoire, qui s'est recueillie devant sa dépouille mortuaire. Le défunt doit être inhumé ce soir. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Revenons dans l'actualité nationale, de nombreuses venues des pays de l'Afrique, des pays arabes, de l'Asie, de l'Amérique latine, des Caraïbes et Pacifique ont participé au 3e Forum mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive qui a clôturé ses portes aujourd'hui. Les travaux du sommet qui se sont déroulés du 27 au 29 et en marge du 3e sommet au Campesky Hotel, le Premier ministre Abdelkader Kal Mohamed a eu un entretien avec la délégation des Émirats Arabes Unis conduite par le ministre de l'Éducation des Émirats Arabes Unis. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Hamoud, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur ont participé à la rencontre entre le Premier ministre Abdelkader Kal Mohamed et la délégation des Émirats Arabes Unis conduite par le ministre de l'éducation de ce pays. Et nous continuons avec ce communiqué qui nous parvient de l'ONEAD. L'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, informe que suite à la casse de la conduite principale alimentant les quartiers populaires allant du quartier 1 jusqu'à Djebel et les travaux de réparation qui sont en cours, que l'alimentation en eau sera perturbée ce soir et demain. L'ONEAD demande à ses clients de bien vouloir l'excuser de ces inconvéniences. Tout à fait autre chose, cette fois-ci sous la présidence conjointe de l'honorable député Sharmak Moussa Aré et Kaltoun Farah Yassine, la commission des finances, de l'économie générale et du plan, élargie aux membres de la commission de la législation et de l'administration générale, ont examiné aujourd'hui le projet de loi portant création du Fonds souverain de Djibouti. Lors de ces travaux parlementaires qui se sont déroulés dans les arcanes de l'Assemblée nationale, le gouvernement était représenté par le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, et le secrétaire général du gouvernement par intérim, par ailleurs directeur de cabinet du chef de l'État, Mohamed Sadiq Salah. Ces nouvelles dispositions projetant à reverser des ressources conséquentes pour le financement des chantiers d'avenir. Après des débats fructueux et constructifs, les membres des 2 commissions permanentes, d'un commun accord avec leurs invités du gouvernement, ont décidé de la poursuite de l'étude du corpus le lendemain, demain, autrement dit. Sous la présidence de l'honorable Abdelrahman Awale Yassine, la commission permanente en charge des affaires étrangères s'est réunie aujourd'hui en vue d'examiner le projet de loi portant ratification du protocole sur les amendements à l'acte constitutif de l'Union africaine. Cette formation de la commission parlementaire s'est déroulée avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Après un débat instructif et riche sur la pertinence et le timing d'audit texte, les membres de la commission des affaires étrangères ont donné leur avis favorable quant à la ratification lors de la prochaine séance publique. Santé à présent, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsame Dirié, entouré de ses principaux collaborateurs, a présidé hier une importante réunion de concertation et de coordination autour de l'épidémie du nouveau coronavirus qui sévit actuellement en Chine. Cette rencontre a vu la participation du conseiller technique du président de la République en matière de santé, Dr Abdoulaye Abdi Ahmed, des représentants des agences du système des Nations Unies à Djibouti, des principaux responsables médicaux des structures parapubliques, dont ceux des corps constitués, bien que l'OMS ait décidé de ne pas déclarer l'urgence sanitaire de portée internationale. Cette rencontre avait pour objectif de présenter aux participants les mesures préventives mises en place par le ministère de la Santé. Les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement des graduels du dispositif de prévention ainsi que sur les modalités de prise en charge d'éventuels cas de coronavirus sur le territoire djiboutien. En outre, les équipes de l'OMS ont fait une présentation sur l'évolution de la situation de l'épidémie dans le monde et ont annoncé que leur institution est prête à accompagner le département de la santé et notamment pour le diagnostic et les confirmations de cas suspects de coronavirus avec un accord avec 3 laboratoires de renommée internationale pour servir comme laboratoire de référence. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsame Dirié, n'a pas manqué durant son intervention d'insister sur la nécessité d'une préparation coordonnée, multisectorielle et multidisciplinaire impliquant tous les intervenants du secteur de la santé à Djibouti pour en assurer l'appropriation et le succès.
Les participants ont salué l'initiative du ministre de la Santé et ont affirmé leur pleine disponibilité à accompagner le pays dans la formulation de cette réponse face à l'épidémie du coronavirus. Et le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Dirie, a fait une déclaration sur l'épidémie du coronavirus en Chine et les mesures prévention mises en place par son département. On l'écoute. Compatriotes, face à la nouvelle épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Chine, nous avons, dès les premiers jours qui ont suivi l'annonce de la maladie, renforcé les mesures de contrôle des voyageurs internationaux. Il a été instauré pour tous les passagers arrivant sur notre territoire un contrôle de température pour détecter ceux susceptibles d'être contaminés. En collaboration avec les services concernés, la gestion des cas à bord des aéronefs ou des navires voulant accoster sur notre territoire a été instaurée et nous permet de recevoir la notification des cas suspects et l'identification des voyageurs en provenance de Chine. De même, au niveau de la gare ferroviaire et des points d'entrée terrestres, la surveillance des voyageurs a été renforcée. L'Organisation mondiale de la santé, avec laquelle nous sommes en contact permanent, a pris la décision sur la base des informations actuellement disponibles de ne pas déclarer d'urgence internationale. De ce fait, elle ne recommande aucune restriction de voyage ou de commerce. Au moment où je m'adresse à vous, aucun cas suspect d'infection à coronavirus n'a été détecté à Djibouti. À côté de l'ensemble des mesures préventives que nous avons déployées, qui visent à empêcher l'introduction des virus sur notre territoire, les professionnels de santé sont à pied d'œuvre et se préparent à la prise en charge de tout éventuel cas de coronavirus. Nous travaillons de concert avec l'ensemble de nos partenaires, qu'il s'agisse de corps constitués, de services étatiques ou encore des organismes onusiens, pour consolider les dispositifs en place et produire une réponse rapide, efficace et coordonnée. Un numéro vert d'information 1517 sera mis en service dans les prochaines 24 heures pour répondre à toutes vos questions et sollicitations concernant le coronavirus. Nous demandons à la population de demeurer à l'écoute des recommandations qui lui seront adressées et l'invitant à adopter des pratiques alimentaires saines et à respecter des règles de base en matière d'hygiène alimentaire, d'hygiène de main et d'hygiène respiratoire. Nous lui demandons également de demeurer vigilante et prudente face aux fake news diffusées par les biais des réseaux sociaux par des individus inconscients ou mal intentionnés. Plus que jamais, nous sommes pleinement mobilisés pour faire face à la crise du nouveau coronavirus et Inch'Allah, notre pays en sera préservé. Je vous remercie de votre attention. Toujours dans le domaine de la santé, compte tenu de la demande en hausse des poches de sang et en vue de répondre efficacement aux besoins des blocs opératoires de nos hôpitaux, le Centre national de transfusion sanguine a procédé à la collecte de sang octroyé, cette fois-ci par la marine indienne à Djibouti. Cette collecte de sang s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, M. Ashok Kumar, qui a salué ce geste fort d'humanisme et altruisme de la part de la marine indienne pour faire ces dons de sang. Cette campagne de collecte de sang a permis à l'équipe de la CNTS de recueillir plusieurs centaines de poches de sang qui sont destinées aux besoins cruciaux de ce liquide vital lors des opérations chirurgicales ou encore lors des accouchements. Le ministère de la Santé attache une importance capitale à la pérennisation de la banque de sang et exhorte l'ensemble des autres établissements publics ou privés d'emboîter le pas en participant en masse à cet élan de solidarité citoyenne de dons de sang. Rappelons que le Centre national de transfusion sanguine est chargé de planifier et de coordonner les activités de collecte de sang au niveau de toutes les entités et groupes sollicités.
On a eu l'honneur de la marine Inde de nous avoir fait un saut, de l'avoir passé au niveau du centre pour nous épauler en termes de collecte. Merci beaucoup. Tout à fait autre chose. La mairie de Djibouti-Ville, en collaboration avec l'UNICEF, ont organisé plutôt des séances de dialogue communautaire entre les membres des conseils des quartiers 2, 3, 4 et 5 de la commune de Blaus. L'objectif de cette rencontre était avant tout de féliciter l'ensemble des habitants de la ville de Djibouti pour leur participation à la campagne Djibouti Ville Propre initiée par la mairie de la capitale, mais aussi d'informer les représentants des quartiers sur la préservation et la propreté du cadre de vie urbain et des voies et moyens afin que notre ville reste l'une des plus belles capitales de la région. Rappelons que la salubrité publique est l'affaire de tous et que le nettoyage des grands axes de rue de la ville doivent être quotidiennes et que cette campagne doit continuer en permanence dans chaque quartier. La mairie de Djibouti-Ville a salué la collaboration et la forte implication des représentants de la préfecture de Djibouti, des conseils des quartiers, des chefs des quartiers, des leaders associatifs dans ce sens. Autre actualité, conformément à sa politique de renforcement des capacités et des structures associatives, caractère sportif, le déplacement des sports a organisé un stage de formation sur l'organisation des activités aux associations de 3 communes de la capitale, au stade Goulet. Au total, 56 associations sportives ont participé à cette formation qui s'articulait autour de 4 axes. La première axe, structure et organisation d'une association. Deuxième axe, c'était le fonctionnement d'une association sportive, la planification des activités sportives d'une association, législation d'une association sportive. Les responsables des associations sportives ont bénéficié de cette formation et possédant les connaissances de base sur l'association et l'organisation des compétitions sportives. A noter que la deuxième phase complémentaire de la première est prévue pour le mois prochain, pour le mois de juillet ou août prochain. Donc nous voulons aider les associations à mieux organiser les activités, à mieux planifier dans le temps et par rapport à l'espace ou bien par rapport aux installations sportives qu'ils disposent au sein de leur quartier, d'organiser des activités pour la population. Nous avons exhorté aussi dans le cadre de cette formation les associations à organiser des activités pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Il faut qu'ils sachent que les jeunes qui sont du milieu scolaire ou bien universitaire profitent des activités organisées par le ministère de l'Éducation nationale ou bien par les fédérations nationales sportives. Donc, étant donné qu'ils sont des associations, ils doivent viser la masse, ils doivent viser le sport pour tous. Donc, c'est pourquoi nous demandons à ce qu'ils organisent davantage des activités pour les personnes âgées. C'est une population qui est sujette ou bien qui est vulnérable à tout ce qui est obésité, surcharge pondérale, AVC, hypertension artérielle, etc., etc. Donc, nous voulons plus ou moins répondre aux besoins de la population djiboutienne à travers nos prérogatives qui sont l'organisation des activités sportives. Toujours dans le domaine sportif, dans le cadre de ces tournées de prise de contact avec les communautés rurales, le préfet de Tadjoura, Hassan Dabelé, accompagné du président du conseil régional, Omar Hussein, se sont rendus dans la matinée du samedi dans la sous-préfecture de Adaïlou, où il était accueilli en premier lieu par le sous-préfet, M. Mohamed Aboubakar, ainsi que la communauté des Grands Weima, ont réservé au préfet Dabelé un accueil le plus chaleureux. Par la suite, le préfet de la région s'est entretenu avec le Rokal et les responsables coutumiers venus de Defenetou et de Guigori pour assister à cette prise de contact tant attendue dans cette région. De prise de contact, les sages de la région de Weima ont formulé leurs doléances dans lesquelles ils ont souligné les difficultés, rappelons-le, liées à l'accès à l'eau potable, et le préfet d'Abalé s'est dit promu qui partagerait ces doléances avec les membres du gouvernement afin de trouver une issue à ces problèmes. D'autres, le préfet de la région a rappelé l'utilité des projets de la route de Boli, d'Efenetou, qui va débuter très prochainement, jouera un rôle décisif dans le désenclavement et aussi dans le développement du Grand Weima. Après avoir entretenu avec la communauté, le préfet de la région a visité les puits de Senbil en compagnie du chef du village, Kamil Ali Mohamedé, qui a brièvement expliqué aux officiels historique de ce puits millénaire du village, et par la même occasion, le préfet a rendu visite sur les différents barrages créés pour
s'insérer de l'eau de l'Oued afin d'utiliser des fins agricoles. Le préfet a clôturé sa tournée, rappelons-le, dans le village de Defenetou, où il a visité les fermes agro-pastorales et les périmètres agricoles des femmes de Defenetou, qui sont des travailleurs remarquables dans le domaine agricole. Nous restons à Tadjoura, où une équipe de la fédération s'est rendue à Tadjoura pour effectuer des travaux d'entretien du terrain de football au gazon synthétique. Cette équipe a réalisé des travaux importants sur le terrain de football de la Ville Blanche. Il a effectué le balayage du terrain, le remplissage avec des caoutchoucs et le peignage du gazon. À l'issue de ces travaux, Tadjoura s'est trouvé avec un terrain en excellent état dont le gazon synthétique a été bien fait. Le préfet de Tadjoura, M. Hassan Dabelé, et le président du conseil régional, M. Omar Hussein, adressent le remerciement au président de la fédération pour cet excellent travail. Actualité internationale en Nouvelle du Monde, l'ONU, plus de 200 000 personnes déplacées au Mali en raison de la flambée des violences. La suite avec Fardous Hussein. Porte-parole des Nations Unies a déclaré que la situation humanitaire au Mali continue de se dégrader en raison de la hausse des violences et que plus de 200 000 personnes étaient actuellement déplacées dans ce pays contre 80 000 il y a un an. Les défis humanitaires ont considérablement augmenté. L'accès reste possible aux organisations humanitaires qui s'appuient sur l'implication des communautés, la livraison d'aides soumises à des principes et le recours à des partenaires de mise en œuvre locaux pour atteindre les personnes dans le besoin. Le plan de réponse humanitaire pour le Mali de cette année devrait toucher 20% de la population du pays, soit 3,8 millions de personnes et nécessiter 390 millions de dollars. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.